Il est 12h28 et on s'intéresse à ce rapport du GIEC qui a été publié en début de semaine et il montre que l'homme a transformé donc la planète de manière définitive et que certains changements entraînés sont désormais irréversibles. On va pas revenir sur les événements climatiques que l'on a vus ces derniers mois et que l'on vit encore aujourd'hui en cet été 2021. Ce rapport, il pointe du doigt nos habitudes de vie, de déplacement, de transport, la façon dont on consomme notre énergie, mais aussi notre consommation tout court, comme la consommation de viande, qu'il faudrait tout simplement immédiatement diviser par 3. Alors on pose cette question, faut-il tout simplement revoir notre façon de manger de la viande, devenir végane pour sauver le climat? On va en parler avec nos invités, Marine. Oui, et nous sommes avec Hugo Desnoyers qui est maître artisan boucher à Paris, ainsi qu'avec Frédéric Danhé qui est auteur, chroniqueur et conférencier sur les questions environnementales. Il vient de publier Ensemble pour mieux se nourrir avec Alexis Génis. C'est une enquête sur les rapports entre pauvreté et alimentation et c'est aux éditions Actes Sud. Et il a aussi publié récemment Rencontre avec des écolos remarquables. L'environnement avance au quotidien et c'est aux éditions Delachaux et Niestlé. Bonjour à tous les deux. Bonjour à vous. Bonjour messieurs, merci d'être là. Alors je me permets de commencer avec vous, Hugo Desnoyers, qui est artisan boucher à Paris. C'est pas la première fois qu'un rapport concernant le climat et le changement climatique et les effets, enfin les raisons qui ont provoqué ce changement pointe du doigt la consommation de viande, en tous les cas la façon dont on consomme de la viande. Est-ce que c'est on va dire un rapport de plus quand on entend que le GIEC préconise tout simplement de diviser par 3 notre consommation de viande aujourd'hui? Est-ce que ça vous inquiète, vous, en tant que professionnel? En tant que professionnel, absolument pas, ça m'inquiète pas et ça confirme absolument ce que je pense et que je crie sur les fois depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que mangeons moins de viande, ça c'est sûr, et surtout de la viande de qualité. Après, ce qui est attaqué, c'est plutôt tous ces feedlots américains ou en Australie où il y a des productions de viande qui sont complètement, pour moi, qui sont n'importe quoi. On donne n'importe quoi à manger aux bêtes et ça devient une marchandise commune pour faire des bas prix à des gens. Voilà, la viande a toujours été là en rouge. Non, mangeons moins de viande, mais de la bonne. Oui. Est-ce que c'est si simple que ça de réduire notre consommation de viande finalement? Est-ce que vous avez déjà constaté, vous, que c'était en cours finalement ce changement de consommation? Alors en tant que commerçant artisan, absolument pas. Moi, ça fait 23 ans que je suis installé, ça fait 23 ans que je suis en progression, dans des limites, ce que j'appelle raisonnables. Le problème, c'est que nous, Européens, on va quand même pas donner des leçons de morale à des peuples style chinois ou des gros pays comme ça avec de nombreux habitants qui accèdent petit à petit à des revenus différents. Et la réussite sociale, là-bas, c'est de mettre de la viande à table. Donc, bien sûr que la demande est de plus en plus importante. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, parce que c'est vrai que pour produire je ne sais pas, en plus c'est des chiffres que je ne connais même pas du tout, tellement c'est énorme, mais c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que oui, on produit vraiment ça comme un produit de grande masse pour accéder au plus grand nombre de personnes, et c'est ça le problème, c'est le fait les vaches qui produisent ce qu'on appelle pour le méthane. Pour le méthane. Le méthane, voilà, pour le méthane. Bien sûr. C'est ça qui m'inquiète. Après, on n'est pas du tout, nous, en tant qu'artisans, dans ce genre de travail. Oui, bien sûr. Frédéric Danhé, vous êtes avec nous également ce midi. Je rappelle que vous êtes auteur, chroniqueur aussi. Vous avez publié, entre autres, Ensemble pour mieux se nourrir. Cette question de la viande revient régulièrement sur les débats autour de la protection du climat. Est-ce que c'est on va dire, une partie perdue d'avance quand on connaît la puissance de la production et des élevages intensifs sur des continents entiers? Non, c'est pas perdu d'avance. Alors plus que les élevages intensifs, c'est les distributeurs qui font un peu le marché. La grande distribution a une grosse responsabilité dans notre consommation de viande, parce que l'essentiel de la viande finalement est pas acheté malheureusement chez les artisans, mais en grande surface. Voilà, et c'est souvent de la viande dégueulasse, produite en Europe de l'Est dans des conditions. J'ai visité des élevages, puis dans des conditions sociales en plus déplorables. Non, c'est pas perdu d'avance parce que les choses évoluent et les gens le savent bien. Là, il y a une résistance, c'est lié à la part symbolique qu'a la viande, notamment dans les gens qui nous écoutent, qui gagnent moins que les autres, les classes populaires pour ne pas dire leur nom. Mais moi, j'ai vu au travers de mon enquête que la viande est un marqueur social et que le discours anti-viande ou manger moins de viande est très mal vécu par des gens qui
c'est ne pas avouer sa misère, c'est considérer qu'on a encore un pied dans la société de consommation. Donc c'est culturellement très difficile de placer l'écologie derrière la seule consommation de viande. Et puis d'un point de vue écologique, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Mais si, on va y arriver. C'est l'histoire d'une génération, en n'oubliant pas deux choses. Si je peux me permettre, la première, c'est que pour les émissions de méthane sur lesquelles insiste le dernier rapport, certes, l'élevage, c'est 20 à 25% des émissions de méthane, mais 30% sont liés simplement, par exemple, aux fuites des puits de pétrole. Ça, on l'oublie. Et les 30 autres %, ce sont des phénomènes naturels. Donc, on ne jouera que sur 20 à 25%. Puis il ne faut jamais oublier que l'élevage de qualité, c'est l'élevage en prairie, et que les prairies rendent des services écologiques bien supérieurs aux défauts des émissions de méthane. Donc il y a un équilibre à faire entre les deux. C'est pas blanc ou noir, c'est pas avec ou sans viande. Ce sera entre les deux. Oui. Ce que vous dites, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui sont aussi polluants, voire plus, mais qui passent à travers les écrans radars. C'est facile de taper sur la viande parce que c'est humain, parce qu'on joue sur l'émotionnel. Une ONG qui dirait « Ah là là, quel scandale, les puits de pétrole émettent, ont des fuites de gaz ». On le voit, c'est les torchères que l'on voit dans le bassin, dans la péninsule arabique. Tout ça, c'est du méthane qu'on brûle et qui part ensuite dans l'atmosphère. Ça n'aurait aucune portée médiatique parce que ça n'aurait aucune portée émotionnelle. Donc on préfère taper sur la viande. En plus, il y a plein d'arguments nutritionnels, pseudo-écologiques. Mais non, c'est un quart du problème au maximum. C'est déjà beaucoup, mais ça n'est qu'un quart du problème. Si on prétend réduire véritablement nos émissions de méthane, il faut certes diminuer notre consommation de viande, mais surtout diminuer notre consommation de combustibles fossiles. Et là, ça rejoint les transports, ça rejoint le chauffage des maisons, ça rejoint plein de choses. Mais c'est une question qui est beaucoup plus complexe, et donc c'est pour ça qu'on en parle finalement moins. Hugo Desnoyers, vous êtes avec nous. Je rappelle, vous êtes artisan boucher à Paris. Se consommer moins mais mieux, ça va être réservé à une élite ? Finalement, oui et non, parce que, comme l'explique très bien notre acolyte, c'est les classes sociales. Frédéric Donnet. Frédéric, je suis désolé, pardon Frédéric. Qui l'explique très bien, c'est que malheureusement, quelque part, c'est les classes moyennes, voire plus basses, qui consomment énormément de viande. Le problème des grandes surfaces est important parce que ce sont ces gens-là qui, bien sûr, font des promotions dans n'importe quel sens pour justement vendre ce produit. Quand vous achetez de la bonne viande à un prix qui est nettement plus élevé, vous payez aussi socialement. Moi, je paye très bien mes employés, par exemple. Je paye très bien mes éleveurs. Moi, je suis à plus du double le prix carcasse à mes éleveurs que la moyenne française est donnée. La moyenne de 4 € du kilo, moi je suis à 8,80, 8,90 des fois. Donc vous voyez, c'est quand même un vrai produit de qualité. Après, moi je préfère manger un très bon beefsteak ou un très bon rôti de bœuf dans la semaine que de manger 5, 6, 7 fois des beefsteaks ou des choses dans le genre par semaine. Voilà. Vos clients, ils se sentent... comment ça se passe quand ils viennent ? Ils se sentent coupables ? Pas du tout. Non, mais je pose la question parce que des fois, quand on va chez son boucher, on peut avoir ce genre de discussion et il y a un vrai débat qui s'installe. Alors, moi j'ai la chance d'être un peu connu. Alors c'est vrai qu'on parle des véganes et je suis fait énormément attaquer et taper dessus par les véganes qui m'ont fait des choses horribles devant des boutiques, me traiter d'assassin, l'écrire sur les trottoirs de mes sociétés. Enfin voilà, c'est un peu... ça va un peu loin, mais c'est pour marquer le coup médiatique. Et qui me défendait à ce moment-là, c'était justement les clients qui faisaient la queue chez moi. Donc il faut bien que ça reste ancré, c'est une vraie tradition. Chez nous, la France, c'est notre tradition, on a été élevé comme ça, on a grandi comme ça. Mais est-ce que vous éduquez Est-ce que vous, quelque part, j'aime pas ce mot-là, mais j'en trouve pas d'autre. Est-ce que vous éduquez finalement à mieux manger de la viande, du coup moins, et en fait, ça a un côté, ruissellement sur notre consommation quelque part. Est-ce que je les éduque? C'est vrai qu'il y a on en parle gentiment avec les clients et nous, oui, mais c'est pas le mot est pas forcément le bon, c'est vrai. Non. Il y a des gens responsables et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir justement ces enfants qui... les enfants, par exemple, le mercredi, parce que c'est souvent le jour du mercredi qu'on fait le beefsteak haché, il n'y a pas photo. Les pauvres parents, ils me disent, tiens, j'ai pas eu le temps de passer chez vous, mon gamin, il n'a pas mangé le beefsteak haché, quoi. Et quelque part, on a gagné. Ouais. Ouais, tout à fait. Frédéric Donnet, est-ce que végétaliser son alimentation réglerait tous les problèmes? J'ai du mal à y croire.
Vous avez raison d'avoir du mal à y croire, mais non, c'est toujours pareil, on est dans un manichéisme stupide, tout manichéisme est stupide, c'est pas en passant du tout viande, comme si tout le monde mangeait que de la viande ou tout végétal qu'on réglerait les problèmes. Nutritionnellement, ça n'aurait pas beaucoup de sens. D'un point de vue écologique, il y aurait des conséquences contre-intuitives négatives. Non, mais en fait, il faut... Moi, il y a une statistique que j'aime bien, c'est ce que relèvent les paléoanthropologues sur le tartre des dents fossilisées de nos ancêtres, ceux qui ont 100 000, 400 000, 500 000 ans. Et dans ce tartre, on trouve les molécules de ce que, les restes de ce que ces braves gens ont mangé. Et globalement, ils mangeaient que 15 à 18-20% de viande. Et c'est comme par hasard ce que les nutritionnistes sérieux recommandent. Donc voilà, c'est 80 à 85%, 85 à 80% de légumes, de céréales, de légumineuses, de légumes secs et de fruits, et puis le reste en bidoche. Et dans cette bidoche, une part de viande rouge. En fait, c'est des choses qui relèvent du bon sens et que l'on sait depuis toujours. Donc le tout végétal, non, et surtout pas aux enfants. Moi, j'ai fait un livre sur le véganisme qui m'a valu d'ailleurs les mêmes problèmes que Hugo, ou quelques menaces de mort, mais c'est de la maltraitance pour les enfants. On n'a pas imposé ça aux enfants. Comme c'est de la maltraitance, et c'est ce qu'on voit arriver dans les hôpitaux, notamment à Paris, des débuts de carence chez des retraités qui se mettent, ils étaient cadres à Paris, ils s'en vont faire de la permaculture en province et ils se mettent au tout végétal, ils chopent des carences, ils reviennent à l'hôpital dans un mauvais état. Non, le tout végétal, non, il faut un peu de protéines animales, et puis les protéines animales font vivre encore une fois des écosystèmes dont nous avons besoin, c'est-à-dire les prévenus. Oui, c'est toute une question de dosage, Hugo Desnoyers. D'équilibre, bien sûr. Mais ça reste le bon sens, le mot me plaît beaucoup, Frédéric, merci. Merci. Le bon sens. D'origine animale. Mais si demain, par exemple, on se mettait à ne plus manger de viande du tout, est-ce que vous pensez que, Hugo Desnoyers, on va dire nos façons de consommer de la viande, on est quand même des pays, on est des microbes par rapport à d'autres producteurs finalement dans la planète. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on sacrifie tout simplement un pan de notre histoire et de ce que l'on aime finalement dans la convivialité et dans ce fameux repas à la française qui est classé au patrimoine de l'humanité, non ? Exact, c'est le partage, c'est le plaisir, on a autant plaisir à ouvrir une bonne bouteille de vin que de manger une bonne côte de bœuf, ça c'est vrai. Maintenant, moi je me vois vraiment pas du tout sans manger de la viande demain. Alors là, vous me parlez d'un truc qui même pas ça me traverse l'esprit, quoi. Après oui, il faut être raisonnable, mais dans tout, j'ai acheté une voiture, je vais pas en acheter 5 parce que je peux rouler qu'avec une, quoi. Enfin, il y a des choses qui sont le bon sens, ça me plaît bien. Non, je vois pas une société chez nous. Et moi, je répète, ce qui m'inquiète, c'est ces pays émergents qui sont en train d'exploser les compteurs de la consommation de viande. Parce que c'est de la réussite sociale aussi de leur côté. C'est pas à nous. On va pas leur donner le son de morale, leur dire, non, vous n'allez pas manger de la viande, vous n'allez pas produire des usines à charbon pour vous donner de l'énergie alors qu'ils en ont besoin. C'est ça qui, moi, m'inquiète le plus. Oui, c'est des pays émergents qui se mettent à manger beaucoup de viande, donc forcément la demande est plus forte et c'est le serpent qui se mord la queue. Vous craignez les débats de la prochaine présidentielle, l'émergence de ces sujets-là et donc par conséquent aussi un effet levier sur, on va dire, l'attitude des consommateurs, Hugo Desnoyers ? Je sais pas, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que moi, en 23 ans, je n'ai fait que progresser, mais dans des normes raisonnables, on va dire, mais les gens, ils recherchent les produits de qualité, donc moi, je m'inquiète vraiment pas trop de ça. Après, si demain, je dois diviser par deux le travail et mes employés et tout, oui, on y passera, mais comme l'expliquait très bien Frédéric, ça va aussi diviser par deux tout ce qu'on engage et ce qu'on en génère de travail et d'économie derrière dans ce domaine-là. Et c'est important, vous savez, les Français, les élevages français, on n'a pas d'élevage intensif en France. Les éleveurs qui ont des gros élevages... il y en a quelques-uns quand même. Intensif ? Ah non, la moyenne, les gros éleveurs que moi, personnellement, je voyage et je côtoie, ils ont 150 bêtes, 180, c'est pas du tout de l'élevage intensif. L214 dénonce régulièrement des élevages intensifs. Dans le cochon, dans la volaille, pas dans le bœuf, il n'y en a pas en France. Pas dans le bœuf, vous dites, hein ? Non. Frédéric Denay, vous confirmez ça ? Oui, il n'y a pas d'élevage intensif selon l'image que l'on veut en donner. Et c'est les faits. Moi, j'admirais le travail d'L214 au départ, mais aujourd'hui, ça devient problématique. Pourquoi ? Sur les faits.
Il joue sur l'effet de sidération, c'est le principe de la pornographie ou du jeu vidéo violent, c'est-à-dire qu'on sidère la conscience par des images épouvantables de façon à faire croire que toute la réalité est conforme à ce que l'on vous montre. Et donc, effectivement, on a associé élevage bovin avec élevage intensif porcin ou élevage de poules intensif. Mais c'est pas du tout ça, je suis d'accord, je confirme. Moi, le monde agricole, je pense bien le connaître. J'ai jamais vu un élevage comme j'ai pu en voir au Danemark, comme j'ai pu en voir en Roumanie. Enfin, c'est des élevages gigantesques où on a 1000, 2000, 3000 vaches qui voient jamais le soleil ni un brin d'herbe. Ça n'a rien à voir avec cette anthropologie sociale qu'est l'élevage en France, qui est un élevage de la nuit des temps avec 50 vaches en moyenne, pas plus, et souvent familial. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train de minimiser... Allez-y, Hugo Desnoyers, je reposerai ma question après. Allez-y, Régis. Alors, moi, j'ai de bonnes relations maintenant avec 214 et j'en suis très heureux. On arrive à débattre, mais il ne faut pas oublier aussi d'où les financements viennent. Et il y a du calcul politique derrière. Et ça, je pense que Frédéric, vous comprenez bien ce que je veux dire. Il y a des financements de personnes qui sont des gros multimilliardaires industriels américains et qui envoient de la sauce pour faire des burgers véganes qui commencent à mettre sur le marché aujourd'hui. Donc voilà, j'aime bien le côté puriste des choses, mais là... on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve en fait, ce qu'on pourrait retrouver à la place. Les gens qui nous donnent des leçons de morale avec des images chocs sont financés par des gens qui sont des gros multimilliardaires véganes pour vendre des produits du genre bistec haché végétal. Ouais, à tous les deux, est-ce qu'on n'est pas là en train de minimiser finalement l'importance de cette consommation de viande dans le contexte actuel de changement radical du climat? Est-ce qu'on n'est pas tombé dans le piège finalement de défendre quand même quelque chose qu'il faudrait améliorer? C'est un risque, mais je pense pas, les gens sont conscients. Même les gens qui gagnaient très peu d'argent, les pauvres que j'ai rencontrés avec Alexis Génie pendant cette année d'enquête, étaient parfaitement conscients de ce qu'ils faisaient. Et, vous savez, nous autres journalistes depuis Paris, on pense que c'est nous qui connaissons les choses et c'est nous qui avons une emprise sur la réalité, mais c'est pas vrai du tout. La totalité de la population est bien consciente des affres de la consommation de viande. Mais encore une fois, ça se module. Vous savez, Mendes France, dans les années 50, parce qu'il y avait une surproduction de lait, a imposé aux Français de manger du lait, de boire du lait, aux petits Français dans les écoles tous les jours. La viande est avant tout une conquête sociale parce que l'ouvrier voulait ressembler au patron. La viande et la voiture, finalement, c'est le même combat. Donc tout ça peut changer. Ce qu'on peut faire avancer en une génération, on peut aussi non pas le faire reculer, mais lui faire prendre un autre chemin en une autre génération. Il faut une volonté commune des pouvoirs publics, une volonté commune des industriels, de la grande distribution, du monde agricole. Le seul problème, c'est que plus personne ne discute et que tout le monde se fout sur la gueule dans ce pays. Et je suis pas convaincu que avec la campagne présidentielle, on va vers le mieux parce qu'on est uniquement sur le seul terrain qui est le plus facile à utiliser, le terrain émotionnel. Il faudra en revenir aux faits. Voilà, en revenir aux faits, puis en revenir à... faut jamais oublier que ça fait 12 000 ans qu'on bouffe de la viande. Comme dit le géographe Gilles Fumet, manger de la viande, un repas de famille, c'est une eucharistie. Et même si moi je suis totalement athée et bouffeur de curé, manger de la viande, c'est dans notre culture judéo-chrétienne. Le repas est dans notre culture judéo-chrétienne. Et on va pas le faire disparaître comme ça. Mais il y a... Oui, pardon, Hugo. Excusez-moi Frédéric, il y a quand même une tendance que moi je remarque quand même chez les jeunes. Les jeunes, pas les jeunes 5, 10 ans, mais plutôt 10, 20 ans. C'est vrai qu'il y a un peu plus de prise de conscience, on va dire, notamment dans ce sujet-là. Ils ont un rapport et une philosophie justement par rapport à la viande qui change un peu quand même. Et justement, se consommer moins mais mieux. Je trouve ça important. Ouais, Frédéric. Oui, un petit bémol juste, c'est que effectivement la consommation de viande évolue, elle baisse en gros, c'est les statistiques officielles depuis une quinzaine d'années, mais elle augmente sous forme d'ingrédients dans les plats préparés. Et donc les jeunes qui, moi j'en connais, j'en ai chez moi, qui disent à manger de la viande c'est pas bien, sont les premiers à aller au kebab ou à manger du burger, dont l'origine de la viande est plus que douteuse. Donc vous voyez, on est tous ambigus, on est tous un peu schizophrènes. Voilà, la viande chez le boucher, j'ai peur parce qu'on la voit. La viande sous forme d'ingrédients, finalement, c'est et c'est là où c'est dangereux. Je termine, je fais très vite parce que elle n'est plus qu'une protéine et c'est la porte d'entrée justement pour Xavier Niel avec ses nouveaux fermiers et ses substituts de viande et puis la viande in vitro. Ça, c'est dangereux. Ouais. On joue aux apprentis sorciers avec tous ces sujets-là, finalement. Non, c'est ça, Hugo Desnoyers. Ouais.
Bah, bon, ouais, après, moi, je vous dis, on m'a fait goûter plein de fois des trucs, là, des steaks hachés, j'appelle ça du steak haché avec que végétaux et tout ça. Moi, ça m'inquiète. Déjà, le goût, l'odeur et tout, mais c'est une catastrophe. C'est pas ça qui me fera plaisir demain, j'en mangerai pas. Et, c'est inquiétant, ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu quand même, ces grandes personnes argentées, c'est tout pour le business, en fait. Et on s'en fout complètement, parce que vous savez, manger de la mauvaise viande, manger des saloperies, comme dit si bien Frédéric, du point de vue santé et pour la société, ça nous coûte un bras, faut le savoir. Ça coûte moins cher de manger de la bonne viande à l'hôpital et au niveau santé. Nous tous qui cotisons, payons des charges sociales ou des impôts, que si on mangeait quelque chose de correct et on ferait une alimentation plus saine. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux, par exemple, des décisions qui sont prises dans différentes communes de menus sans viande à la cantine, éventuellement, pour proposer ça aux enfants? C'est de la démagogie, Frédéric Dennet? Oui, ça peut être de la démagogie, mais moi, ça me dérange pas, ça me choque pas, parce que, bah oui, c'est bien de montrer qu'il y a une alternative, et puis ça oblige les cuisiniers à être un peu inventifs, parce que moi, je cuisine chez moi. C'est vrai que cuisiner sans viande, moi je mange pas beaucoup de viande finalement, cuisiner sans viande, ça oblige à être inventif pour donner un goût, pour donner une apparence acceptable aux consommateurs difficiles que sont les adolescents. Donc moi ça me choque pas du tout, un jour par semaine on peut se permettre de ne pas avoir de viande, d'autant plus que les achats de viande dans les cantines c'est souvent de la viande, de la viande dégueulasse. C'est de la vache de réforme qui a été poussée au soja en Pologne, qui a été, c'est dégueulasse. Ouais. Hugo, pour terminer. Ou du Black Angus américain. Ou du Black Angus américain. Qui inondent nos côtes aujourd'hui. Là, je suis en vacances, je regarde ce qui se passe partout. Il y a des entrecôtes de Black Angus à 12-13 euros servis au restaurant. Donc, où est le prix du produit? Il n'y a pas de produit. C'est grave. Voilà, faut regarder les étiquettes, hein, c'est aussi un conseil qu'on peut donner pendant cet été-là. Merci à tous les deux, Hugo Desnoyers. Donc, je rappelle que vous êtes artisan boucher à Paris, Frédéric Dennet d'avoir été avec nous aussi pour ce débat. Je rappelle, vous êtes auteur, chroniqueur, conférencier environnemental. Vous avez publié Ensemble pour mieux se nourrir avec Alexis Génie aux éditions Actes Sud et Rencontres avec les écolos remarquables. L'environnement avance au quotidien. Merci à tous les deux.